Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Richard Chagnon et bienvenue à ce webinaire sur l'intervention téléphonique auprès des personnes en état de crise. D'abord, merci à la Fédération pour cette initiative. Félicitations. Et merci aussi à la Fédération de me faire confiance dans ce projet-là. Alors, qui je suis pour débuter? Permettez-moi juste de prendre quelques instants afin de vous faire part un peu de mon parcours professionnel. Alors, j'ai une formation en psychoéducation. J'ai travaillé dans les centres jeunesse pendant de nombreuses années au début de mon parcours professionnel, un peu partout dans la région de Sherbrooke, Drummondville, Valleyfield, Saint-Jérôme, Saint-Donat dans les Laurentides. Et auprès d'une clientèle très variée. Ensuite de ça, j'ai démarré ma pratique autonome pour davantage au niveau de la formation, supervision, euh, encadrement, soutien. C'est toujours autour du développement des compétences et des habiletés que j'ai continué une bonne partie de mon parcours professionnel. Ça m'a amené à travailler avec différents intervenants, de différents professionnels, autant dans le domaine de l'urgence que de l'éducation, que du travail social, et dans différents milieux, que ce soit en scolaire, que ce soit, euh, bref, en, donc en communautaire, euh, dans différents milieux comme ça. Et j'ai eu aussi un beau privilège dans mon parcours professionnel où j'ai enseigné à l'Université de Sherbrooke le cours Intervention en contexte de crise, euh, cours de maîtrise, autant à Sherbrooke que au campus de Longueuil. J'ai fait ça 7-8 années, 7-8 sessions, on veut, comme ça. Euh, alors, je veux utiliser tout ce bagage-là, le mettre à profit et afin que vous puissiez, dans ce webinaire, obtenir des outils qui vont vous être utiles. Alors, je reviens à vous partager et ce côté-là pour vous rappeler les objectifs de cette formation-là. Alors, d'une part, je veux qu'on revienne sur les concepts clés de l'intervention en contexte de crise et de voir un peu la différence quand on est au téléphone. Alors, il y a des défis importants, principalement parce qu'on ne voit pas notre interlocuteur. Donc, il y a un nombre d'informations auxquelles on n'a pas accès et donc, il faut trouver des façons différentes d'aller chercher cette information-là. Il faut aussi accepter de travailler sans ces informations-là, sans toutes ces informations. Offrir aux participants des moyens concrets pour apaiser une personne en crise lors d'un entretien téléphonique. Alors, comment au téléphone je peux faire diminuer cette charge émotionnelle-là avant d'être capable d'entreprendre une résolution de problème. Alors donc, ça aussi, ça va être intéressant. On va pouvoir regarder des outils par rapport à ça. L'autre défi qu'on a, c'est comment on peut rassurer un appelant au téléphone alors qu'on sait que cette charge émotionnelle-là est présente et que donc tout l'aspect cognitif est un peu sclérosé parce que la personne analyse le contexte, la situation, les événements à partir de ses émotions. Et donc, il y a ce filtre-là et qui vient un peu comme distorsionner la réalité. Donc, on va regarder comment on peut rassurer nos appelants. Et finalement, bien, c'est important qu'on prenne soin de soi si on veut prendre soin des autres. Alors, on aura un volet sur la gestion de notre stress, voire de notre anxiété dans ce contexte-là. Alors, je vous propose un premier exercice, question de se plonger dans le contexte de l'intervention téléphonique
je vais d'abord arrêter ma vidéo, d'une part. Alors, comme ça, on ne se voit plus. Et d'autre part, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi mettre mon écran noir. Voilà. Donc, on ne se voit pas et on n'a que notre environnement, comme si nous étions au téléphone. Et voici la mise en situation. Il s'agit d'une mère de famille qui a 4 enfants. Elle travaille tous les jours, voire 6 jours par semaine. Elle est requise dans les services essentiels dans le contexte actuel. Par contre, elle a été déplacée de son milieu de travail. Elle travaillait dans le complexe A, maintenant elle travaille au complexe B. Et donc, c'est un nouvel environnement, des nouveaux collègues, des nouvelles procédures. Par contre, ses compétences sont très adéquates dans ce milieu d'intervention-là. Cette mère de famille-là a un conjoint qui, dans le contexte, a perdu son emploi. Et là, on commence à vivre le manque à gagner de monsieur. Les difficultés relationnelles sont de plus en plus intenses. La mère elle a des difficultés à dormir la nuit à cause de sa fatigue physique, émotionnelle. Et elle a en plus l'impression que son conjoint ne fait rien parce que lorsqu'elle quitte la maison le matin, quand elle revient le soir, la maison est pire et dans un désordre. C'est sûr qu'avec 4 enfants, dont un qui a un SGT, ça brasse l'environnement. Autre élément, justement, cet enfant-là, qui a le syndrome de Gilles-Latourette, a des attitudes de plus en plus opposantes dans le contexte et l'intensité de ces crises sont de plus en plus importantes et la durée également. Ce qui fait que là, tout le monde vit un sentiment d'impuissance, pas capable de gérer la situation, tout le monde a abandonné et quand maman revient à la maison le soir, eh bien, chacun lui va de son état émotionnel et finalement transmet qu'ils ne veulent plus rien savoir de Tibet-là. Alors, cette mère-là est à bout, elle est irritable, elle pète des plombs pour rien. Et là, elle est sur le point d'appeler son organisme communautaire pour du soutien. Au moment précis où elle va appeler, écrivez-moi en quelque part, là, pour vous, c'est quoi les émotions qu'elle vit, cette maman-là, au moment précis d'appeler? Elle n'a pas appelé, là, mais c'est quoi son état d'âme juste avant qu'elle prenne le téléphone? Et moi, je suis convaincu qu'à travers ce flot d'émotions-là, la partie un peu réflexive qui reste en fonction, ben, il va être axé sur ouais, mais elle doit se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? Puis vont-tu penser que je suis folle? Puis vont-tu. Hein? Donc, il y a beaucoup d'incertitudes auxquelles elle fait face, en plus du chaos émotionnel dans lequel elle se trouve. Alors, je vous pose une deuxième question. Hein? Écrivez-moi ce que l'intervenant du centre communautaire devrait dire ou faire pour rassurer cette personne-là. Rappelez-vous, on est au téléphone, on ne se voit pas, hein, mon écran est noir. Donc, qu'est-ce que vous devriez me dire, vous pourriez me dire ou faire pour que rapidement se crée une relation mutuelle de confiance? Parce que c'est seulement une fois que j'aurai un lien de confiance qu'on va assister à un changement d'attitude de la part de nos appelants. C'est seulement quand on va avoir ce lien-là
avec les gens qu'on va être capable d'atténuer les tensions qui se vivent. Alors, tout au long de la formation, je vous demande de garder à l'esprit ces deux questions-là. Qu'est-ce que je devrais dire? Qu'est-ce que je devrais faire pour apaiser mon appelant? Aujourd'hui, gardez ça en tête et dans vos interventions également. OK? Alors, donc, on continue. Je vous ramène à ma prochaine diapositive. Je ne vous laisserai pas dans le noir. On va parler ensemble dans ce bloc-là, plus précisément, de l'intervention téléphonique et de la crise. Et n'oubliez pas l'exercice qu'on vient de faire. Je veux toujours qu'il reste actif à l'intérieur. Donc, vous pourrez toujours y référer. OK? Quand je vais voir des concepts théoriques, revenez à cet exercice-là et vous allez pouvoir associer des éléments. Okay? Ça va être plus facile pour vous de faire un lien. Où je sais que vous avez énormément de vécu aussi, donc vous pouvez aussi également piger dans ce vécu-là, mais au moins, on a un vécu, tout le monde ensemble, qui est commun, qui est la maman de 4 enfants qu'on vient de faire. Donc, la première chose qu'on doit définir, c'est l'état de crise, okay? Ou un état d'urgence. Mais la première notion que je veux prendre le temps pour qu'on s'entende, c'est la notion de crise. Crise, si on regarde les origines, ça vient du mot grec. En tout cas, il y a une racine grecque, et là, je vous fais part de mon accent grec, et qui est krisis, qui veut dire, en grec, krisis, ça veut dire décision. Ça veut dire point tournant. Ça veut dire, donc, concrètement, ça veut dire que je dois agir si je veux sortir de la crise. Donc, une crise, ça survient lorsqu'une personne est envahie émotivement, émotionnellement, par une ou plusieurs émotions. Des fois, mais c'est souvent de la tristesse, de la colère ou de la peur. Et parmi ces émotions-là qui m'envahissent dans la situation, les stratégies que j'avais d'habitude puis que j'appliquais fonctionnaient, mais là, ils ne fonctionnent pas. Okay? Cette situation-là, elle est temporaire, mais le contexte fait en sorte que dans cette situation-là, mes stratégies habituelles ne résoudent pas le problème auquel je fais face. Alors, cette menace-là, pour moi, eh bien, incapable d'y faire face, de la gérer, bien, s'installe chez moi une période de désorganisation pendant laquelle, oui, je vais tenter différentes stratégies, différents moyens. Ces stratégies-là peuvent être positives, par exemple, revoir mon horaire de travail, revoir les responsabilités, diminuer l'exigence, répartir. Bon, ce sont tous des stratégies d'adaptation positive, mais je pourrais aussi avoir d'autres stratégies moins positives, comme de la violence qui pourrait s'installer, de la consommation. Alors, quand on parle de crise, ce que je vais faire, c'est que je veux juste revenir devant vous, puis je reviendrai sur ma notion de crise et d'urgence. Comme ça, on va se voir mieux, voilà. Alors, c'est important, quand on parle de crise, de comprendre que comme intervenant au téléphone, on agit sur l'émotion de la personne. Elle demeure la personne qui a le pouvoir, ça c'est bien important, d'agir sur la situation. Alors nous, pour lui donner ce pouvoir-là, on va l'aider à diminuer sa charge émotionnelle, mais il faut toujours comprendre que c'est la personne, c'est notre appelant qui a le pouvoir d'agir. L'autre élément et l'autre principe important,
c'est que bien que la personne puisse appeler pour quelqu'un d'autre ou dire qu'elle appelle pour quelqu'un d'autre, notre client est toujours la personne au téléphone. Donc, nos outils qu'on va donner, qu'on va fournir, s'adressent à notre appelant. Puis, elle verra après ça à trouver des stratégies en lien avec les gens de son environnement, si le cas échéant. Donc, ça, c'est bien important qu'on retienne ça. Notre client, c'est la personne au téléphone. C'est important aussi que vous reteniez que la personne qui vous appelle, elle a essayé plein de choses. Elle a déjà essayé des choses. Donc, ça va être important de pas lui donner des conseils, mais de s'enquérir des choses qu'elle a fait pour pas qu'elle a le sentiment de revenir en arrière, mais pour qu'elle puisse vous dire et développer le sentiment qu'elle a quand même, qu'elle prenne conscience qu'elle a essayé des choses. Alors là, on va jouer sur quelque chose d'important. C'est important aussi qu'elle prenne conscience que dans le passé, ces stratégies qu'elle utilisait fonctionnaient bien. Maintenant, pour différentes raisons, là, ils ne fonctionnent pas. Donc, il faut en faire des nouvelles. Une crise, ça ne dure pas. Bien que quand tu es dedans, tu as l'impression que ça finira jamais, mais une crise, ça ne dure pas. Une crise, ça a un début, ça a une fin, puis entre les deux, il y a une espèce de volcan d'intensité. Okay? Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que plus on prend du temps avec nos gens, plus on gagne du temps, plus la crise va passer. Alors, donc, ça aussi, c'est une autre stratégie importante, des objectifs à se donner et à regarder. Je regarde un peu mes notes là, que je voulais absolument vous dire. Donc, une des choses aussi, c'est ça, ce qu'on disait, c'est que une crise, c'est une période d'incertitude, une période où il y a une effervescence d'émotions qui affecte la capacité d'évaluer adéquatement la situation et par conséquent le choix des moyens et des outils que cette personne-là va mettre en place pour résoudre le problème auquel elle fait face. Une crise, c'est aussi une période dans laquelle on a de la misère à décoder à cause de la difficulté ou de la charge émotionnelle présente. Donc, on a de la difficulté à décoder l'information qui nous arrive. Okay? Quand une personne est en crise, elle ne comprend pas puis elle ne décode pas de la même manière que lorsqu'elle est dans une situation d'équilibre. Alors ça aussi, c'est important de tenir compte parce que ça va avoir une incidence sur la façon de transmettre l'information et sur la quantité d'informations qu'on va transmettre et le niveau d'exigence aussi qu'on a derrière quand on demande des résultats ou on s'attend, quand on donne des outils, on s'attend à des résultats. Donc, voilà. L'autre élément, bien sûr, il y a toute la notion qui presse, la notion d'urgence. Et c'est là que je veux revenir. Tiens, je vais revenir à ma diapositive que j'avais commencé tantôt. Voilà, ici. OK. Donc, l'état de crise, c'est... voilà, ça fonctionne, c'est agréable. Donc, l'état de crise, c'est une situation d'inconfort. Hein? C'est une situation où la personne est confrontée à différents changements et elle n'est pas capable d'appliquer ses outils habituels. Puis là, bien, il s'ensuit une désorganisation. Okay? Elle n'est plus capable de réguler la situation comme elle le faisait auparavant. Okay? Donc, ce contexte-là dans lequel elle se retrouve, ben, c'est souvent accompagné d'un sentiment de panique, un sentiment d'urgence. Alors, ça m'amène à parler de l'urgence. Okay? Alors, il y a une différence à faire entre la crise et l'urgence. L'urgence, c'est le sentiment
qu'on n'arrivera pas à passer à travers la crise sans aide extérieure. Donc, si je reviens à mon premier mise en situation tantôt avec la mère et la famille, si je fais référence à ça, donc au début, elle est en crise, elle arrive, elle essaie de mettre en place des stratégies. On voit bien que ça ne donne pas d'impact positif parce que l'intensité de la crise augmente chez son enfant, la fréquence des comportements augmente, les tensions dans le couple augmentent. Donc, elle est dans un contexte, elle est en situation de crise, cette maman-là. Mais au moment où elle appelle, là, elle a vraiment le sentiment qu'elle n'y arrivera plus toute seule. Donc, elle est dans un sentiment d'urgence. Et le sentiment d'urgence, c'est que j'ai besoin d'aide et j'ai besoin d'aide immédiatement. Alors, ce qui est donc important de retenir, c'est que l'urgence, elle nécessite un soulagement, un apaisement. Et ça peut être le but, l'objectif de l'appel. Simplement réussir à apaiser la situation, puis éventuellement regarder une autre façon, peut-être un deuxième appel ou une ressource pour gérer la crise. Okay? Alors donc, il y a deux choses. Une crise, ça nécessite un changement. Ça veut dire qu'il faut changer nos façons de faire, amener des nouveaux moyens. L'urgence, elle, parle de la nécessité d'un apaisement, d'un soulagement. Alors ça aussi, pour moi, c'est important qu'on puisse faire cette distinction-là. Un de mes collègues, Robert Posé, écrivait un jour, et j'ai toujours trouvé ça intéressant, il disait que pour éviter d'être submergé par la crise, les intervenants, vous autres, et vous devez être à la fois solidement ancré, donc être en pleine possession de vos moyens, d'avoir des points de repère et pour rester au centre de cette tourmente-là, mais en même temps capable de sentir les mouvements qu'il y a autour pour changer de stratégie rapidement ou proposer des moyens différemment, et également être sensible comme une girouette pour évaluer la direction des vents, donc être capable d'anticiper vers où tout ça va évoluer. Alors, il faut être un peu, moi je vois ça comme j'ai toujours vu comme l'intervenant en contexte de crise, comme le phare à l'intérieur d'une tempête, qui est là, qui éclaire et qui donne certains outils à la famille. Ça m'amène à vous partager un autre principe pour moi important dans le contexte d'intervention de crise au téléphone, mais en contexte d'intervention en général de crise, c'est, voilà, on doit être, comme intervenant, bon dans tout, mais expert dans rien. Et ça aussi, c'est un principe important à respecter. En fait, ça nous donne un peu un indicateur de quand est-ce qu'il faut passer le relais. Alors, on arrive dans une situation où on a une urgence, donc on apaise. Une fois que c'est apaisé, on peut mettre en place des stratégies et des moyens qui vont faire en sorte qu'on va atteindre un niveau de fonctionnement acceptable pendant un moment. Et après, par contre, on réalise qu'il y a peut-être des problématiques qui ont fait surface ou qui sont sous-jacentes à cette dynamique-là. Et là, il faut aller voir des experts qui vont amener un soutien différent et des outils différents. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de très, très, très pointu. Okay? Alors, donc, on retient ça. On est bon dans tout comme intervenant, mais on est expert dans rien. Donc, on va donc référer. Ça aussi, c'est un principe pour moi important. Alors, les choses se filent.
Comment on va atteindre tout ça? OK? Eh bien, c'est d'abord et avant tout, je reviens à définir nos objectifs d'intervention. Et pour moi, l'objectif d'intervention le important, voilà, OK, c'est de viser un retour à l'état d'équilibre antérieur à la crise. Alors, il se pourrait que cet équilibre-là antérieur à la crise soit un équilibre qui est pas qui était dysfonctionnel. OK? Là, vous allez me dire, mais je ne peux pas revenir à cet état-là. Euh, c'est pas quelque chose qu'on va garder, mais quand je dis qu'on revient là, puis à partir de là, on va remettre des choses en place parce qu'on ne peut pas garder un état dysfonctionnel, on s'entend bien. Mais si je construis des outils sur la situation de crise, une fois que ma situation de crise est résorbée, les outils vont comme tomber dans le vide, si on veut, ils n'auront plus leur utilité et nécessairement, on va revenir à l'état d'équilibre antérieur, puis ça va être encore plus dysfonctionnel. Donc, c'est important de viser à qu'est-ce que c'était avant que ça déclenche, puis après ça, c'est l'intervention de crise, on va y revenir. Okay? L'intervention de crise, là, il faut bien qu'on comprenne, on va revenir à l'état antérieur à la crise. Et de là, okay, on va travailler des choses pour éviter que la crise se réinstalle et également augmenter les habiletés, les capacités d'adaptation, les habiletés de ces gens-là pour qu'on n'ait plus un fonctionnement aussi dégradé, dysfonctionnel comme on avait auparavant. Alors, donc, l'objectif en soi, c'est vraiment de viser un retour à l'état d'équilibre avant la crise. Et pour ce faire, comment qu'on va y arriver? Eh bien, la première chose, c'est, je m'inspire beaucoup, moi, du modèle de Vichy. Vichy est un modèle à palier. Moi, je l'aime bien parce qu'il nous montre qu'on est un peu comme dans le gouffre, puis on monte un étage à la fois, une marche à la fois, puis on va sortir. Alors, moi, j'aime bien l'image. Et moi, je l'ai adapté un peu en lien avec le contexte de crise plus téléphonique. Et ce que ça nous donne, c'est l'accueil, bien sûr. Hein? La personne nous appelle, donc c'est le moment de l'accueil. La deuxième étape, pour moi, c'est l'étape de la décharge émotive, c'est-à-dire que ce flot émotionnel-là, il faut le faire diminuer. C'est très important puisqu'on cherche à revenir à un état d'équilibre. Alors, si je veux revenir à un état d'équilibre, il faut que je diminue cette charge émotive-là. Ensuite de ça, je vais explorer la crise. Donc, qu'est-ce qui a amené cette émotion-là à monter de façon si importante. Puis, on va regarder c'est quoi les capacités adaptatives de cette personne-là, c'est quoi ses forces et quelles qu'on peut mettre de l'avant pour sortir de la crise. On va se donner un plan d'action et, si c'est possible, on va faire des suivis. Alors, ensemble, on va regarder ces différents points-là pour finir notre bloc 1. Alors, premier élément, c'est l'accueil. Okay? Alors, l'accueil, c'est la prise de contact. C'est le premier lien. C'est la création d'un lien de communication. Je vais revenir sur ce lien-là parce que tantôt, on va parler de d'autres choses. Donc, un lien de communication avec un émetteur et un récepteur. Tu sais, il y a quelqu'un qui me parle, il y a quelqu'un qui écoute et on est capable de communiquer ensemble. Alors, c'est important. La personne, elle est là, elle a peur de se faire juger, elle a peur, elle est émotivement en colère beaucoup, ou en tristesse ou en impuissance. Alors, il y a beaucoup de chaos à ce moment-là. C'est important de prendre le temps d'accueillir nos gens. Très souvent, on ne prend pas suffisamment de temps pour accueillir les gens, ce qui fait que les autres étapes qui viennent après, on ne réussit pas parce qu'on n'a pas bien fait l'accueil de notre personne. Donc,
on prend contact, on s'intéresse à elle, on crée un lien, on valorise sa démarche parce qu'elle ne sait pas trop, elle, hein, c'est bien fait de vous appeler. Et éventuellement, là, on va introduire ce que moi j'appelle la décharge émotive, c'est-à-dire un processus qui fait en sorte qu'elle liquide, des fois on va appeler la ventilation. Mais pour moi, il y a un objectif très précis, c'est de diminuer cette charge émotive-là. Et la façon que je propose souvent, c'est pas de demander à la personne, ben dis-moi, comment ça va? Parce que, dites-le, puis essayez-le dans votre entourage, tout le monde, ça va toujours bien. Même si on est complètement désorganisé, oh, ouais, mais ça va, ça va. T'sais. Mais quand on s'adresse à la personne, okay, alors comment tu vas? Bien, on démontre qu'on s'intéresse à elle, d'une part. D'autre part, eh bien, ça vient mettre un entonnoir dans la conversation et ça l'oblige à centrer un peu ses idées, à organiser ses idées dans tout ça pour parler d'elle et de son état émotionnel. Et il faut donc mettre ça en place pour tranquillement que la personne puisse ventiler. Mais je ne veux pas que ce soit une ventilation à toute épreuve, là, puis que finalement, elle liquide tout. Je veux vraiment qu'elle me parle d'elle, de qu'est-ce qu'elle vit, de comment elle le vit. Ensuite de ça, ben c'est là qu'il va se faire cette décharge émotionnelle-là. Et pour moi, votre attitude à ce moment-là, elle est cruciale. Vous allez d'abord vous taire, une fois que vous avez posé la question, et écouter. Laissez de la place à vos appelants. Respectez leur rythme. Et surtout, respectez les silences. Un silence, là, c'est très lourd quand on est en crise puis qu'on a un sentiment d'urgence. Donc, si vous êtes capable de respecter ces silences-là, éventuellement, la personne au bout du téléphone va se sentir dans l'obligation de combler ces silences-là et va vous amener du contenu également. Les silences, c'est aussi une bonne façon, puis on le verra dans le bloc 2, de prendre le contrôle de l'appel et de le garder. Parce que souvent, les gens nous appellent, donc c'est eux qui initient l'appel, donc c'est eux qui sont en contrôle. Et là, il faut prendre le contrôle de l'appel. Ça, on verra ça un peu plus tard dans la formation. Concentrez-vous sur ce que la personne dit. Elle va vous donner les réponses. Combien de fois que j'ai été dans des situations, puis j'écoutais, puis là, je me disais, ah, ça n'a pas d'allure. Où c'est qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Et là, je sentais ça monter. Là. Et là, je me disais, souviens-toi, laisse-la, elle va te donner les réponses et inévitablement, quelques instants après, okay, elle me donnait les pistes que j'attendais. Alors, c'est bien, bien important de se concentrer sur ce que la personne dit et de voir tout ce qu'elle nous dit, comment ça va être utile pour nous plus tard dans l'intervention. L'écoute active, c'est l'outil, c'est une technique, ça se travaille. Okay? Et la meilleure façon pour quelqu'un en crise de s'assurer que la personne qui nous écoute puis qui nous comprend, c'est comme on sait que cognitivement parlant, à cause de son état, elle est moins fonctionnelle. Bien, quand notre intervenant, on reformule les propos de la personne, eh bien, ça lui donne le sentiment qu'on comprend bien sa situation. On va lui refléter. Refléter, c'est les émotions, c'est l'aspect émotionnel. Donc, habituellement, je vous dirais que quand on travaille dans la crise, c'est toujours soit la tristesse et soit la peur ou soit la colère. Habituellement, on patauge dans ces trois émotions-là et le meilleur moyen, c'est de le nommer. Là, ce que je vois, ce que j'entends, OK,
c'est que tu te sens impuissante et tu es vraiment en colère après ton collègue parce que non, je suis pas en colère, OK? Je suis juste triste. Ça va être sa réponse. Si on se trompe d'émotion, c'est pas grave. La personne, elle, va nous aider, OK, comme intervenant. Recadrer, ben là, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on va prendre des faits, hein, pour recadrer le discours. Et souvent, on va recadrer en termes de temps, en termes de jours, en termes de durée, OK, de fréquence. C'est pour ça que c'est important de demander, par exemple, dans des cas de crise, si je reprends mon jeune enfant tantôt qui avait un SGT, ben, c'est important d'aller chercher la fréquence, la durée donc, qui est des crises, parce que l'évaluation, elle est émotionnelle, elle est subjective. Alors, quand on a des données objectives comme ça nous aide à recadrer le discours. Relancer quand il y a des silences en utilisant le dernier mot, et pour ça, il faut avoir été très à l'écoute, et reconnaître l'information pertinente. Alors donc, quand on fait une synthèse auprès de notre plan, de dire, ben écoute, ce que je vois, ce que j'entends, ben là, dans ce que tu me dis, il y a telle chose qui est importante. Euh, Là, il faut vraiment peut-être se concentrer sur la réussite scolaire ou sur les relations entre les frères et sœurs. C'est ce que je comprends. Donc, voici. Et dans ce que tu m'as dit, il y a telle chose. Là. Quand tu m'as dit qu'il faisait telle activité, tu m'as dit que ça fonctionnait bien. C'est important, ça, cette information-là que tu m'as donnée. Et donc, on travaille et ça valorise, ça rehausse l'estime de la personne également. L'exploration de la crise, c'est pour ça qu'on permet une ventilation, mais en même temps, je veux qu'à un moment donné, on dit, ouais, ben là, je comprends que ça va mal, on va regarder comment ça se passe, OK? J'aimerais ça que tu me racontes exactement ce qui se passe. Donc, ça aussi, c'est une phrase clé dans un questionnement. Raconte-moi, donc on donne le pouvoir à notre appelant, ce qui se passe, on l'oriente sur les faits. OK? Donc, pour nous, ce qui est important, c'est d'aller chercher l'élément déclencheur. Qu'est-ce qui fait que c'est la goutte qui a fait déborder le vase dans cette situation-là? Qu'est-ce qui fait que là, la maman, hein, tantôt dans notre situation de départ, a décidé que là, oh, elle prenait le téléphone, puis elle décidait d'appeler son organisme communautaire. Sais-tu qu'elle a eu peur de perdre le contrôle? Sais-tu qu'il y a eu de la violence à l'intérieur du milieu familial? Bref, c'est important d'aller voir et de cibler l'élément déclencheur parce que c'est sur celui-là qu'il va falloir intervenir dans un premier temps. Il faut connaître les impacts aussi de la crise sur le plan, et là, il faut avoir une vision systémique, OK? Donc, un impact sur la vie familiale, un impact sur le travail, un impact sur l'émotion, sur le physique. Donc, on fait le tour des différentes sphères de l'individu. C'est aussi de savoir quand est-ce que ça a commencé, parce que pour nous, c'est aussi une information qui est capitale. Ça va nous donner une idée de l'intensité et de la fréquence des comportements ou de la situation de crise. On va lui demander, OK, habituellement, quand ça se passait, c'était quoi les stratégies que tu utilisais? Et alors, on va aller chercher ça. Et là, ça va lui faire prendre conscience que déjà, là, OK, il y a des choses qu'elle a mis en place et qui fonctionnaient. On va essayer de connaître maintenant les résultats des stratégies qu'elle utilisait, puis pourquoi, on va essayer d'analyser ensemble pourquoi là, ça ne fonctionne pas. Et je vous dirais qu'il faut toujours garder en tête l'évaluation des risques de violence, les risques de violence à autrui, envers soi, donc quand on parle de suicide, s'il y a des problématiques de toxico, et finalement, c'est quoi les intentions aussi des personnes, de la personne par rapport à ces éléments de risque-là présents ou pas dans la famille. On évalue la crise, on poursuit, on regarde un peu c'est quoi les capacités de notre personne. Tantôt, on a dit, hein, on a regardé les situations antérieures, les stratégies et les résultats. On va essayer de voir un peu ces difficultés qu'elle a présentement et maintenant ce qu'elle est prête à faire. Donc ici, on va regarder avec elle ce qu'elle est prête à faire.
On va essayer de regarder aussi s'il y a des ressources techniques, des ressources humaines ou organisationnelles qui pourraient être utiles pour elle. Finalement, c'est-à-dire que pas finalement, mais on va avancer à l'autre diapositive. Ben, avec tout ça, on va se faire un plan d'action. C'est sûr que, et le plan d'action, il faut qu'il implique la personne au téléphone, pas les gens dans la maison, les autres. D'abord et avant tout, notre appelant, c'est à elle qu'il faut s'adresser, c'est elle qui doit être l'acteur principal dans l'implantation de la solution. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire toute seule, mais il faut vraiment qu'elle soit impliquée dedans et s'assurer de sa compréhension du plan d'action, des solutions, des moyens et une échéance. Et rappelez-vous que petit pas, tranquillement, petit élément. Donc, le sentiment d'urgence fait en sorte que les gens vont se donner des objectifs irréalistes. Alors, il faut aider nos appelants à se donner des objectifs qui vont permettre de passer d'une journée à l'autre, un jour à la fois, même une heure à la fois, dans certains cas. Et selon les contextes et l'environnement possible, quels sont les suivis? Et si vous faites des suivis, ces suivis-là doivent être prévus. Et donc, on doit prévoir qui va les faire, quand va les faire et comment on va les faire. Sinon, les suivis sont souvent perçus comme un peu harcelant, un peu un manque de confiance, vu que souvent, quand ils ne sont pas prévus, c'est pas nécessairement sain dans nos stratégies de le faire, à moins, bien sûr, qu'on aurait, ça ferait partie d'une stratégie particulière dans un contexte, par exemple, de violence. Okay? Là, on est vraiment dans un contexte précis, mais je parle, moi, en fonction générale. Il faut donc se donner des outils précis. Comme ça, ben, ça va aider la personne à suivre de participer à son intervention. Alors voilà, on a dépassé un peu notre 30 minutes dans notre premier bloc. Je trouvais ça important qu'on puisse se donner des objectifs, qu'on comprenne bien la crise, hein, qu'il y a une différence entre la crise et l'urgence. Quand on est en urgence, on apaise et après ça, on s'adresse à la situation de crise. Et quand on va intervenir en contexte de crise, mais d'abord et avant tout, il faut songer à faire notre accueil auprès de nos gens, s'assurer de bien accueillir nos gens, de leur laisser la place, de leur laisser liquider un peu cette charge émotive-là au début. Et à un moment donné, on va prendre le contrôle de l'appel, puis on va aller explorer la crise, on va explorer les stratégies qui ont fonctionné, qui ne fonctionnent plus. On va regarder ce que la personne est prête à mettre de l'avant. On va se faire un petit plan d'action et on va se faire des suivis si c'est possible. Voilà ce qui termine le bloc. Je voudrais juste vous rappeler avant de se quitter. Bon, voilà. Qu'on se rappelle que la personne qui nous appelle, la personne qu'on a au bout du téléphone, c'est un adulte. C'est un adulte qui est responsable. C'est un adulte qui est compétent. C'est un adulte qui mérite notre respect, notre considération. On est un élément, un catalyseur dans la vie de cette personne-là pour lui aider à mettre de l'avant ces outils que présentement, le contexte fait en sorte que c'est peut-être un peu plus difficile. Alors, voilà. J'espère qu'il y a des éléments qui vous ont été utiles. Et dans le bloc 2, qu'on va voir immédiatement après, et dans un autre moment donné pour vous, eh bien, on abordera davantage des stratégies au niveau du stress, au niveau de l'anxiété,
Et puis, on regardera d'autres points au niveau de l'attitude dans un appel, les attitudes souhaitables, les attitudes à éviter. Alors, c'est un rendez-vous dans la prochaine capsule.